Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. De comprendre les stades de la maladie d'Alzheimer, ça nous aide pour plein d'éléments, je trouve. Ça nous aide à mieux comprendre la maladie. Ça nous aide peut-être à mieux comprendre aussi nos proches. Et moi, je trouve ça aussi très encourageant de parler des stades de la maladie. Je sais que parfois, c'est un sujet lourd lorsqu'on parle de la maladie d'Alzheimer, mais il y a beaucoup de recherches qui se font. Il y a quand même des lueurs d'espoir qui apparaissent régulièrement dans l'actualité, par exemple. Alors, parlons-en de ces stades. On va les voir un par un. Très brièvement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative, chronique, qui détruit les cellules du cerveau. On connaît presque tous quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont eu ou qui ont la maladie d'Alzheimer et il y a des indicateurs qui nous permettent de bien déterminer plutôt les stades de la maladie. C'est quoi un indicateur? Bien, c'est un peu comme si on prend la température, on se sent un peu malade, on va prendre notre température. Bien, la température, c'est un indicateur. La pression artérielle, c'est un indicateur. Et il y en a plusieurs. Notre indice de masse corporelle, notre poids, bon, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Mais si on revient à la maladie d'Alzheimer et aux indicateurs, on a d'abord des signes cliniques, des symptômes. Par exemple, le médecin va poser des questions à la personne ou à ses proches si la personne a des troubles de mémoire, un changement de comportement. Et là, il y a une longue liste de questions et c'est des signes cliniques. On peut les observer aussi nous-mêmes, lorsqu'on voit des patients en physiothérapie, on va souvent voir des patients qui ont la maladie d'Alzheimer à un stade plutôt avancé, qui ont par exemple de la difficulté à marcher, des troubles de l'équilibre. Il y a des choses qu'on va observer nous-mêmes, et il y a aussi des éléments qui seront transformés en questions pour pouvoir poser ces questions-là aux familles. Donc, il y a les signes cliniques, disons. Et il y a aussi les indicateurs biologiques, métaboliques, radiologiques, indicateurs qui sont utilisés par les chercheurs, qui sont utilisés aussi par les médecins, et c'est vrai dans plusieurs, j'allais dire, dans toutes les maladies. Donc, il y a des aspects cliniques, il y a des aspects qui sont plutôt des indicateurs, comme vous le voyez, biologiques, métaboliques, radiologiques, et j'aurais pu en ajouter d'autres aussi. Et lorsqu'on classifie la maladie, on la classifie généralement en 3 stades d'un point de vue clinique. Alors, c'est la façon de décrire les stades de la maladie. Le premier, c'est un stade léger, précoce, la personne est consciente et peut avoir besoin d'aide dans certaines circonstances. Les symptômes sont légers et passent souvent inaperçus, du moins au début de la maladie. Et pour comprendre les stades, et mon objectif en vous présentant tout ça, c'est qu'on puisse se familiariser avec la maladie et puis qu'on puisse aussi structurer l'évolution, aussi notre perception de l'évolution quand on a un proche, par exemple, qui est atteint, ou même si c'est pour soi-même. Et le premier stade, c'est un stade où on n'a pas besoin de beaucoup d'aide, très peu, et on arrive à vivre relativement normalement. Et ce stade peut durer des années. Évidemment, chaque cas est différent. La maladie évolue à différents rythmes aussi. Mais le stade 1, c'est un stade où on n'a pas besoin de beaucoup d'aide. On peut le simplifier comme ça. Le stade 2, le stade modéré ou intermédiaire, on utilise les deux termes. Et on utilisera probablement plus dans l'avenir le terme intermédiaire. La personne requiert davantage d'aide pour réaliser ses tâches. Les symptômes sont de plus en plus
perceptibles. Bon, la mémoire, les facultés cognitives dans leur ensemble sont de plus en plus atteintes et la personne ne peut pas fonctionner complètement tout seul. Elle a besoin d'aide pour faire certaines tâches, pour assurer par exemple sa sécurité. Alors ça, c'est le stade 2. Ici, on regarde le stade 3. Laissez-moi faire apparaître tout ça. Donc le stade 3, le stade avancé, ou si vous préférez sévère, bien, la communication ne se fait plus verbalement, la personne ne peut plus prendre soin d'elle et requiert donc beaucoup d'aide. Par exemple, la marche autonome est pratiquement impossible. Et donc, je refais le lien avec l'aide qu'on a besoin. Et dans un stade 3, on est plus autonome, on est dépendant et ça devient... On pourrait presque dire qu'on ne peut plus communiquer avec l'autre personne et moi, je suis incapable de dire ça. J'ai vécu trop d'expériences avec différents patients pour me rendre compte que parfois et très souvent, la communication verbale est impossible, mais il y a d'autres formes de communication. Il y a la communication sensorielle. Je ne sais pas si le mot communication est le meilleur, mais il y a quelque chose qui passe souvent entre la personne et une autre personne. Moi, j'étais un intervenant, je n'étais pas membre de la famille. Et oui, il y a des façons de communiquer, de toucher, de diriger, par exemple, un mouvement. En physiothérapie, on utilise beaucoup le mouvement. Alors, il m'est arrivé d'utiliser la danse, par exemple, pour activer un patient, pour le faire bouger, ou une patiente, et avec mes mains, dans la façon de favoriser le transfert de poids pour que la personne puisse se lever, puisse danser, par exemple. Et là, on parle de personnes qui ne peuvent pas marcher seules. On parle de personnes qui ont vraiment des limitations importantes au niveau physique, notamment la marche. Et donc, avec la communication tactile ou les sensations tactiles, moi, je trouve que c'est important de garder ça en tête, de trouver d'autres façons de communiquer. Dans nos sociétés, on utilise peu tout l'aspect sensoriel. On est beaucoup dans la parole et dans le regard avec les personnes qui sont atteintes de la maladie dans un stade avancé, dans un stade sévère. C'est important de se rappeler qu'on a aussi des sens pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger avec la personne atteinte. Et l'altération des capacités physiques, on est toujours dans le stade 3, marcher, la mobilité en général, la dissociation des ceintures lorsqu'on a un stade 3, et peut-être que vous avez des proches qui sont à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, la capacité de tourner les épaules, ça c'est la ceinture scapulaire, et de ne pas tourner le bassin. Faites-le, croisez vos mains sur vos épaules et tournez vos épaules sans bouger votre bassin. Faites-le debout aussi. Ça nous paraît évident, ça nous paraît acquis. On se demande même pourquoi on parle de ça. Quand on a la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, souvent le tronc devient un peu comme un bloc. Alors on bouge moins et parce qu'on bouge moins aussi, on perd de l'équilibre, on s'affaiblit. Ça devient vraiment moins confortable. Il y a des douleurs qui peuvent apparaître. Donc de se souvenir qu'il y a aussi des aspects physiques au stade avancé. Ou sévère de la maladie. Il peut y avoir une altération aussi de la perception et de l'expression de la douleur. Il ne faut pas oublier ça. Souvent, ces personnes-là sont couchées ou sont en position assise. Elles sont mobilisées souvent, mais peu, mobilisées parfois très peu. Alors, ça peut être inconfortable et au-delà de la maladie, le simple fait d'être toujours dans la même position et d'avoir de la difficulté ou d'une incapacité à communiquer la douleur. Alors, il faut être attentif, réceptif, on peut observer la respiration, on peut observer les petits mouvements automatiques qui peuvent se déclencher en présence de douleur. Alors, il faut être très vigilant, je dirais, parce que ces personnes-là peuvent ou ont une altération, soit de la perception ou de l'expression de la douleur. On pourrait parler de ça vraiment très, très longtemps, mais je voulais absolument parler des aspects physiques aussi dans un stade avancé. Il y a aussi le stade préclinique et ce stade le mot est un peu technique, mais il apparaît plusieurs années avant l'apparition de la démence. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est pas juste, entre guillemets, une manifestation de la démence. Il y a des choses qui se passent avant que la démence arrive à l'intérieur du cerveau. Je vais vous mettre ça comme ça ici. Donc, à l'intérieur du cerveau, avant d'avoir des signes cliniques, c'est pour ça qu'on appelle ce stade le stade préclinique, il y a des transformations qui s'opèrent et je vous disais que c'était encourageant, en tout cas moi je trouve ça encourageant de parler de ces stades de la maladie. Il y a les 3 stades que je vous ai présentés et là on regarde une autre façon d'observer tout ça et en parlant de stade
préclinique. Et selon plusieurs experts, le stade préclinique serait une période propice à la prévention de la maladie. Et ça aussi, c'est intéressant d'en parler. Et les stades de la maladie, on peut aussi les voir selon la vision des chercheurs, et c'est plus qu'une vision, c'est l'utilisation de ces stades de la maladie en recherche qui sont différents des 3 stades que je vous ai présentés. Alors, on va les voir brièvement. Moi, je suis clinicien, je ne suis pas chercheur, mais moi, je trouve ça complètement, je trouve ça vraiment fantastique de le voir comme ça. Donc, l'utilisation des biomarqueurs, prise de sang, examen radiologique, ponction lombaire, on va mesurer, on va vérifier s'il y a tel ou tel élément dans la prise de sang, dans la ponction lombaire, dans un test d'imagerie médicale du cerveau, et on va déterminer les stades de la maladie et on va avoir une classification de la maladie utilisée en recherche qui tient compte des plaques amyloïdes et de cette protéine tau ou tau et de la neurodégénérescence. Et pour avoir en recherche un diagnostic de la maladie, on veut avoir les 3, et ça, c'est avant même d'avoir des signes de démence, avoir des perturbations cognitives, disons. Alors, c'est avant, et on semble en déduire de plus en plus, en tout cas à la lecture de plusieurs articles, que cette période de la maladie d'Alzheimer, avant les signes cliniques, c'est une période intéressante pour penser à la prévention. Alors, les plaques amyloïdes, vous les voyez. Si je vous montre les enchevêtrements de protéines tau ou tau, on les voit aussi. C'est ce qu'il y a en bleu en bas au centre environ. Et il y a aussi le N, on se souvient de ATN, N pour neurodégénérescence. Et si vous regardez le cerveau du haut avec le cerveau du bas, on voit qu'il y a une neurodégénérescence. Si je vous le mets en plus gros comme ça, on voit qu'il y a pour le dire de façon très grossière, il y a des trous qui semblent se former à l'intérieur du cerveau. Alors, ATN, je pense que c'est un terme qu'on va entendre, un acronyme en tout cas qu'on va soit entendre ou en tout cas qu'on pourra peut-être bénéficier éventuellement ou nos proches pourront en bénéficier dans quelques années et des années qui sont peut-être pas si lointaines. Et tout ça soulève quand même quelques défis, notamment peut-être en ayant des tests avec des indicateurs biologiques où on voit qu'il y a un problème, j'allais dire, physique à l'intérieur du cerveau. Peut-être que ça pourra aussi mettre fin à la stigmatisation de ces personnes qui sont atteintes de la maladie, déceler la maladie avant l'apparition de la démence, ça aussi, ça pourrait être intéressant de savoir qui est un peu plus à risque, peut-être faire du dépistage, et on pourrait là aussi ajouter plein d'autres éléments. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, peut-être de financer aussi la recherche liée aux habitudes de vie et à l'environnement. Parce que à voir un peu où tout ça s'en va, et c'est tant mieux, on médicalise tout ça, on aura peut-être bientôt des tests pour voir si une personne a des signes, par exemple, dans son cerveau de la maladie, bien qu'elle n'a pas de symptômes. Et là, peut-être qu'il y aura des médicaments, puis peut-être qu'il y aura des interventions médicales. Et tout ça, c'est bien, puis on peut réjouir de tout ça, mais moi, je serais encore aussi ravi qu'on pense aussi à nos habitudes de vie. Par exemple, si je fais beaucoup d'activités physiques, si je m'alimente de telle ou telle façon, est-ce que ça a un effet sur ces biomarqueurs qu'on pourrait retrouver dans le cerveau, par exemple, ou dans le liquide céphalorachidien? Si je suis exposé aux particules fines parce que j'habite très près de l'autoroute, j'habite près de l'autoroute pendant 30 ans et j'ai grandi toujours au même endroit, est-ce que ça aura un effet sur ce stade préclinique? Alors, j'espère qu'on n'oubliera pas, 1, les habitudes de vie et 2, l'environnement et les effets de tout ça sur notre cerveau et sur, éventuellement, peut-être le fait de contracter ou pas la maladie d'Alzheimer pour pouvoir aussi la prévenir autre que par des médicaments ou des interventions médicales. Et consulter si vous reconnaissez, les symptômes d'une autre personne qui serait peut-être dans le premier stade de la maladie, consulter, ça fait vraiment toute une différence sur le suivi. On est accompagné. Déjà, c'est un mot qui est vraiment important. Et il y a des choses qu'on peut faire et plus on les fait tôt, au fond, mieux c'est. Alors, consulter. Et je voulais aussi vous donner des sites web. Et là, je sais que vous êtes partout dans la francophonie et même ailleurs. Alors, je vous donne ces 3-là.
C'est d'excellents sites web. Alzheimer.ca, Société d'Alzheimer, c'est un site canadien. francealzheimer.org, un site français, évidemment. Alzheimer Belgique. Et si vous en avez des liens, des sites web qui sont reconnus, vous pouvez les mettre aussi dans le fil de discussion. Vous le savez, je lis tous vos commentaires, je lis toutes vos questions et je tiens compte aussi des liens qui sont donnés dans les fils de discussion. Et quand c'est des liens qui sont pertinents, intéressants, évidemment, ça me fait plaisir de les partager avec tout le monde. Alors, où que vous soyez sur la planète, est-ce qu'il y a chez vous des sites web qui sont bien faits, qui donnent des informations, qui donnent des conseils, qui vous permettent aussi de vous réseauter, de parler à des personnes qui vivent la même chose que vous, la solitude, le sentiment de solitude pour les personnes atteintes et les familles, les proches. J'allais dire, on ne devrait pas avoir ce fardeau-là et dans le meilleur des mondes, ben, on pourrait parler à quelqu'un, parler à des proches, parler à d'autres personnes qui vivent un peu la même chose que nous et pour avoir des témoins de patients, de familles, de proches de patients qui l'ont fait, ben, c'est salvateur, ça nous aide à traverser cette épreuve-là plus facilement. Alors, c'était les stades de la maladie. Et je vais ajouter aussi un dernier élément d'observation, de suggestion, en fait. Je vous conseille une vidéo sur YouTube qui est faite par l'Université McGill, qui est une université réputée ici à Montréal. Et il y a une vidéo qui s'intitule McGill, donc l'Université McGill à vos côtés, Stade de la démence et de la maladie par Dr Serge Gauthier, qui est un neuroclinicien spécialisé dans le développement de nouveaux outils diagnostiques. Et il y a un CV vraiment très, très, très long, mais c'est un bon vulgarisateur. C'est une vidéo qui est récente. Moi, je vous invite à l'écouter. Vous allez apprendre des choses. Et c'est encourageant de l'écouter, ce docteur Serge Gauthier. Alors, je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo, mais vous tapez le titre de la vidéo sur un moteur de recherche et vous allez trouver tout ça assez facilement. Alors, comprendre les stades de la maladie, je pense que c'est important de se familiariser avec tout ça. C'est relativement simple et ça peut nous aider à prendre soin de soi ou prendre soin d'une autre personne. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche. J'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Shh.